Pourquoi il ne m'arrête pas le partage? Cyril Hanap est avec nous virtuellement. Il est là sur notre écran. Vous le voyez. J'enlève peut-être le son. Tu as eu un petit accident, donc ce qui fait que tu n'es pas venu en présentiel, mais on va tenter de faire cette présentation comme si. L'idée, c'était de conclure cette journée, une journée qu'on a consacrée à la question de la ville sensible et de la ville inclusive, avec une rencontre inspirante. Hier, c'était avec Julien Chopin de Encore Heureux qu'on finissait la journée. Aujourd'hui, c'est avec toi sur justement une présentation. Là, on n'est pas sur un format table ronde, on est plutôt sur la présentation d'un travail singulier, un travail qui, dans ton cas, est lié notamment à cette question de l'urgence et de bâtir pour l'urgence, avec une expérience notamment à Saintes, en dessous de Calais, et qui a donné lieu à un ouvrage sur la ville accueillante, un ouvrage collectif que tu as pu mener. Tu es par ailleurs à l'école d'architecture Paris-Belleville, où tu enseignes et où tu es en direction pédagogique peut-être. Oui, je suis directeur pédagogique d'un post-master dédié au risque majeur. Ah oui. Voilà. Et en particulier, pour moi, le risque majeur, il y a plusieurs risques majeurs, mais je m'intéresse au risque majeur qui est celui de généré par l'homme, en fait, par la pauvreté, la pauvreté considérée comme un risque majeur en particulier. Et la pauvreté et les migrations qui vont souvent avec. C'est justement le cœur de l'intervention qu'on va faire. Alors, je ne sais pas comment tu as prévu les choses. J'ai vu que tu avais une petite présentation. Voilà. Je pense que tu es rompu à cet exercice de pouvoir présenter ton travail. Moi, je vais devoir m'absenter quelques minutes, mais Afid, qui est ici, va pouvoir te donner le change. Peut-être que vous vous connaissez. Voilà. Voilà. En tout cas, d'accord. Donc je te laisse prendre la main sur tout ça, en espérant que la technologie soit assez fiable pour mener à bien cette expérience. Ok, génial. Oui. Et il y a du public, il y a des gens qui sont là-bas. Bah, je ne vais pas tourner l'ordinateur sinon ça va tout débrancher. Il y a une foule en délire. On applaudit. Ouais. Ah, c'est bien, ils sont 3 au moins. Ouais, il n'est pas dupe. Hein. Non, un peu plus, mais il y en a 6 qui sont payés. Ok. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Encore une fois, ouais, je suis désolé, le vélo c'est aussi dangereux et je me suis cassé la mâchoire la semaine dernière en me cassant la gueule un peu mal à vélo. Je vais vous parler en fait effectivement d'un sujet que je porte depuis plusieurs années, que j'ai fini par appeler la ville accueillante et qui est né un petit peu de l'observation que, pour le dire simplement, les dérèglements climatiques entraînaient des mouvements de population qui eux-mêmes entraînaient des nouvelles formes de villes et peut-être un nouvel âge de l'urbanisme. Et donc on va parler d'un certain nombre de cas, je vais vous parler d'un certain nombre de cas sur lesquels on a travaillé, qui posent question à l'architecte. Alors, je vais partager l'écran pour vous montrer un petit peu. Tac, tac, démarrer le partage. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà. C'est parti d'observation. Alors au début, c'était simplement de voir que les bidonvilles existaient de nouveau en France depuis la fin des années 90, que
donc il fallait travailler dessus, que c'était une condition urbaine nouvelle. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs âges de la ville qui se sont succédés. Il y a eu le village, après il y a eu la modernité, après il y a peut-être eu les zones pavillonnaires, il y a eu la ville industrielle, et puis le fait que les gens doivent bouger en nombre ont créé, encore une fois, une nouvelle condition urbaine. Alors, je démarre de cette citation d'Henri Lefebvre, qu'il avait écrit assez tard dans sa vie, il l'avait écrit au début des années 90. Être citoyen, cela voulait dire séjourner longuement sur un territoire. Or, dans la ville moderne, le citadin est en mouvement perpétuel et les rapports sociaux tendent à devenir internationaux en raison des phénomènes migratoires et de la multiplicité des moyens techniques de communication et de la mondialisation du savoir. N'est-il pas nécessaire de reformuler les cadres de la citoyenneté ? Le citadin et le citoyen doivent se rencontrer sans pour autant se confondre. Le droit à la ville n'implique rien de moins qu'une conception révolutionnaire de la citoyenneté. Par rapport à ça, et aussi par rapport à cette question des migrations, j'étais un peu gêné parce que il y avait beaucoup de choses des projets qui sont apparus comme ça, où tout d'un coup, des gens disaient « Ah bah voilà, il y a des migrants qui arrivent dans la ville, il y a des migrants qui arrivent à Paris. Ah, c'est super, on va inventer une nouvelle architecture, on va faire habiter les migrants dans ces trucs. Puis en plus, ça va être rigolo, on va pouvoir faire la fête. Et puis, ça va être super, les migrants, ils vont être vachement contents. » Et donc, il y a beaucoup d'architectes dans les écoles, d'autres qui se targuent d'avoir inventé le module universel d'accueil dédié aux migrants, le truc qui serait parfait pour accueillir le pauvre, le migrant, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre cette phrase de Cédric Price, qui était un architecte métaboliste des années 60, un peu un des pères du courant high-tech, et qui disait « Nous connaissons la réponse technique, mais quelle était la question ?» Et justement, c'est un peu ça que je travaille avec mes étudiants, c'est de se dire effectivement, souvent on a la réponse technique, mais les architectes, on oublie souvent de se poser la question. Quelle est la question ? À ce sens, moi, il y a 3 observations que je fais, que je vais tenter de vous démontrer par la suite. Je pense qu'un architecte, d'abord, ça doit voir, ça doit regarder, ça doit représenter, ça doit comprendre un environnement. La deuxième chose, c'est qu'un architecte, ça doit avoir un regard technique, ça doit être capable de conseiller techniquement. Et qu'enfin, un architecte, ça doit pouvoir accompagner un projet, muni à la fois de sa connaissance des lieux, de ses observations et également de sa technique. Et donc porter ce que j'appelle une maïeutique urbaine. La maïeutique, c'est la forme de la médecine qui aide la femme à accoucher, mais c'est également une mode de pensée qui procède par question et par réponse, et pour aller un petit peu dans le sens de faire émerger une pensée nouvelle. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il faut savoir que je ne suis pas le seul à travailler là-dessus. Il y a notamment le projet Sphère, que je vous invite à trouver sur Internet. Ça se trouve gratuitement, c'est librement accessible. Et c'est un module de construction, notamment pour les camps humanitaires, et qui donne des conseils. Alors justement, il ne donne pas tellement de solutions, il donne quelques normes qui sont intéressantes, mais il donne surtout une méthodologie qui est basée sur l'échange, la représentation, la participation avec tout le monde. Alors, par rapport à ça, je vais vous parler donc de 2 situations qu'on avait étudiées en 2016 et 2017. Et puis après, je vous parlerai un petit peu de Mayotte. Calais et Grande-Synthe, c'est Grande-Synthe, vous voyez, c'est la lignée ici, c'est une banlieue de Dunkerque. Calais, il y a eu la jungle qui était ici. Donc Calais, bien sûr, c'est le point le plus proche de l'Angleterre. Dunkerque, c'est également très proche, et c'est une ville qui est plus grande, pour information, que Calais. Il faut savoir que, oui, il y a 2 ans, s'il y a eu la jungle de Calais et celle de Grande-Synthe qui étaient les plus connues, en fait, tout le long de l'autoroute, il y avait plusieurs petits camps
qui existait à Tétinghem, à Nord-en-Fonte, etc. À chaque fois qu'il y avait une aire d'autoroute, notamment, parce que les migrants avaient l'espoir de monter dans les camions pour aller en Angleterre. Alors, on va d'abord parler un peu de Calais. Donc Calais, qu'est-ce qui se passait? Pendant longtemps, il y a eu diverses jungles dans Calais. Il y avait une jungle ici dans un bois, il y avait des gens qui habitaient, il y avait des squats dans la ville, et donc dans des usines, près de centres commerciaux, etc. Et un jour, le Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Manuel Valls, et la maire de Calais disent, bon écoutez, il y en a marre de tout ça, nous, il y a un endroit, vous allez pouvoir vous installer, on va fermer tous les autres endroits, et là, vous serez tolérés dans cet endroit. Et cet endroit, c'est ici. C'était une lande sur laquelle il n'y avait absolument rien, une espèce de terrain post-industriel où il y avait surtout du sable. Ici, c'est une énorme zone industrielle avec des bâtiments Seveso, etc. Et qui avait rejeté du sable qui avait été disposé ici. Allô ? Oui, oui. Ah, d'accord. Qui avait été disposé ici. Et il y avait un petit centre d'accueil de jour, un ancien centre de loisirs qui était implanté pour faire des distributions de nourriture tous les jours. Alors cet endroit, il était très stratégique en fait parce que vous voyez qu'ici, vous avez l'autoroute dite du littoral qui suit tout le littoral, et ici un embranchement, ça c'est l'autoroute qui va vers Paris, et ici l'embranchement qui mène au port de Calais. Et donc vous voyez que là, cet emplacement était stratégique parce que justement, il permettait d'accéder éventuellement aux camions qui allaient vers le port de Calais. Parce que si ce camp avait été implanté n'importe où ailleurs, bien sûr, les gens auraient refusé de s'y installer. Alors, et vous voyez qu'ici, en fait, il y avait des bouchons qui se faisaient, qui étaient parfois organisés par les migrants, et les gens pouvaient essayer de monter dans les camions qui ensuite allaient au port de Calais. Le deuxième point qui intéressait les migrants qui voulaient aller en Angleterre, c'est par le tunnel. Et c'était ici, il y a la gare d'Eurotunnel, et il y avait également donc un point où les camions passaient, et tous les soirs, il y avait un grand nombre de personnes qui traversaient tout Calais. Donc ici, il y a 15 km, ils mettaient 2 heures à tout traverser pour essayer également de monter dans les camions pour aller en Angleterre par ici. Alors, cette jungle, en fait, très vite, c'est devenu un lieu urbain dès le premier jour. Alors, ça renvoie à des notions d'urbanisme assez classiques, finalement. Il y a un grand penseur de la ville italien qui s'appelle Aldo Rossi, qui avait dit, mais la ville européenne se caractérise par ses permanences. Il y a 3 permanences. La première permanence, c'est les monuments. C'est-à-dire qu'en général, si vous avez une église, un endroit, une chapelle, un monument aux morts, ce bâtiment va perdurer par-delà le temps. La deuxième permanence de la ville, ce sont les voies, les chemins. Et là encore, ces choses-là, en fait, quand on regarde une ville européenne classique, on s'aperçoit que tous les petits chemins qui existaient dans un territoire, peu à peu, deviennent d'abord des venelles, puis des ruelles, puis des rues et parfois des boulevards. Et la dernière permanence de la ville, c'est celle consacrée, c'est ce qu'il appelle les zones de logement. Et là encore, on va voir que les zones de logement dans la jungle de Calais seront des permanentes qui vont exister très fort. Et donc, cette préfiguration de la ville de Calais va exister très tôt. Dès les premiers jours, il y a une mosquée qui s'installe, une église construite par les Éthiopiens, et ces bâtiments vont demeurer tout le long. Et puis, les bâtiments vont s'implanter au fur et à mesure le long des chemins, comme vous pouvez le voir ici, et en gros se figer peu à peu. La jungle de Calais, au début, elle s'est faite surtout dans cette zone sud ici. Au nord, elle se développait plus lentement. Dans un deuxième temps,
il y a Manuel Valls qui dit, écoutez, cette jungle de Calais, c'est pas possible, c'est indigne, etc. On va construire un camp aux normes. Alors il dit pas aux normes humanitaires, il dit aux normes de construction françaises. Et cette construction de ce camp va justifier la démolition de la partie sud de la jungle. Hein, et donc ça, c'est à l'automne 2015, pardon. Ça, c'est la première jungle qui existe, et ça, c'est la manière dont elle va se développer au printemps 2016, quand la zone sud va être démolie. Et néanmoins, déjà, il y a des permanences qui se dessinent, c'est que vous voyez que ce chemin de pierre qui existait au début demeurera tout le temps, et que l'église érythréenne qui avait été implantée dès le début demeurera également ici. Et de même, il y avait une école qui avait été implantée, et qui, pareil, va demeurer. Et par contre, vous voyez qu'ici, on a cette ville qui va se développer, qui va accueillir jusqu'à 10 000 habitants. Et vous voyez qu'on a un plan qui ressemble assez étrangement à un plan de ville européenne, de petite ville européenne classique, avec son centre historique et puis peut-être ce qui correspond à ces grands ensembles. Ici, ces parties plus modernes, ces zones pavillonnaires qui apparaissent. Alors, si on analyse un petit peu la structure de ce qu'on voit ici, encore une fois, on voit bien 3 temps du camp. Et ça, cette partie-ci, en fait, c'est celle qui est décidée par Manuel Valls et qui va appeler le centre d'accueil provisoire. Alors, ce truc-là, il va coûter extrêmement cher. Hein, il va y avoir 2500 places là-dedans et ça va coûter 21 millions d'euros. Donc, si vous rapportez à la place ou au mètre carré, vous avez un coût de construction de l'ordre de 5 000 euros du mètre carré, ce qui est absolument délirant. Hein. Ceux qui sont dans le bâtiment savent que c'est extrêmement difficile de construire au-delà de 2 000 euros du mètre carré. Mais Manuel Valls est très fier. Il dit, oui, voilà, ce camp est aux normes et ça va nous permettre de fermer la jungle. Et puis comme ça, on est aux normes thermiques, on est aux normes modernes. Ça va être parfait. D'ailleurs, ce qui est très bizarre, c'est que ce camp va ouvrir en fait en février 2007, le même jour exactement que le musée de Riefswald, du camp de Riefswald, ouvre. Et ce mémorial, qui était d'un camp qui avait été construit pour des militaires à l'origine, mais utilisé après pour les réfugiés espagnols, et ensuite pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis pour les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis pour les Algériens pendant la guerre d'Algérie, etc., il ouvre le musée de ce mémorial en disant « mais plus jamais nous ne ferons un camp en France ». Ironie du calendrier, le même jour, il ouvrait le camp de Calais ici. Et qu'est-ce qui se passe? Ce camp qui avait coûté 21 millions d'euros, il l'ouvre en plein hiver quand il fait froid. Il ouvre le camp et, à sa grande surprise, personne ne veut venir dans le camp. Les gens préfèrent rester dans ce qui a été décrit partout comme un cloaque immonde, dans la jungle. Les gens se sentent mieux dans la jungle de Calais que dans ce bâtiment ultra-moderne qui a coûté 21 millions d'euros. Alors, bien sûr, on peut remarquer que ce plan est d'une bêtise abyssale, hein, qu'encore une fois, il y a un niveau de conception qui ne dépasse pas celui, justement, du camp de Riefswald ou des camps des années 30 en général. Et je n'utiliserai pas de mots plus terribles sur les camps, mais vous voyez où peut aller ma pensée. Mais ça pose des questions à l'architecte quand même, se dire ah, les gens préfèrent rester dans ce qui est décrit par tous les journaux comme un gourbi plutôt qu'aller là. En tant qu'architecte, ça nous pose des questions. Alors, ce qui s'est passé avec mes étudiants, c'est qu'on a été le regarder de plus près, ce camp de Grande-Synthe. Et qu'est-ce qu'on observe en fait? On observe d'abord un milieu urbain, justement, assez intéressant, une rue principale, avec un certain nombre de restaurants ici, des restaurants afghans principalement, une zone commerciale ici, d'autres restaurants kurdes ici, un resto du monde tenu par des associations, un village géré par des Érythréens ici, un autre village qui appartient à des Kurdes
où il y a surtout des Kurdes. Cette église, une église copte qui s'est construite ici. Encore un autre quartier où il y a surtout des femmes. On observe une ville assez complexe, avec ses équipements, avec sa vie, qui se développe et où globalement, bien sûr, tout semble un peu précaire, mais tout semble extrêmement vivant. Et puis, on va regarder plus près. Alors, par exemple, voilà, ça c'est un restaurant afghan, et on observe donc, on met en place des stratégies d'observation avec mes étudiants qui sont basées notamment sur le dessin à la main, et puis sur ce qu'ils appellent le relevé habité, c'est-à-dire que non seulement on dessine le bâtiment tel qu'il est, mais on va dessiner. Oui. Ah, c'est peut-être que j'ai mis ma main au mauvais endroit. D'accord. Et donc, on observe ainsi donc une construction très très poussée. Et puis donc on fait ces relevés. D'une part donc le relevé habité qui comprend tous les éléments qui servent à la construction, et puis également la manière dont les gens occupent l'espace. Donc là on voit ces restaurants, ce système de banquette qui permet de manger à la fois à l'afghane, assis en tailleur, qui permet de manger à l'européenne, assis comme ça sur le bord, et puis qui permet également de se transformer la nuit en hôtel et de dormir sur ces banquettes. On observe également ce système de cuisine qui permet à la fois de servir la salle et de faire de la vente aussi à emporter par l'extérieur. Et alors là, on mangeait, mais vraiment extrêmement bien. Pour 2 euros, alors c'était un peu moins cher pour les migrants, un peu plus cher pour les gens qui travaillaient autour, les aidants. Pour quelqu'un comme moi, le plat était plutôt à 5-6 euros, et pour les migrants, il était à 2 euros. Vous mangiez extrêmement bien, il y avait même la télé, il y avait toute une série de services qui étaient offerts là-dedans, et un endroit globalement très agréable. On trouve également des magasins. Donc pareil, le magasin, très richement achalandé, vous voyez qu'il y a plein de choses. Hein, on trouve plein de choses. Des systèmes de fixation très particuliers avec ces pierres qui sont posées ici, et puis des systèmes de protection. Hein, c'est-à-dire que, en fait, en journée, de manière générale, la porte est fermée, et ici, il y a une espèce de petit grillage, et les ventes se font à travers une fenêtre qui est ménagée dans le grillage, et qui permet au commerce de tourner. Ces commerces, ça c'est encore, ce relevé est fait encore un petit peu au début de la jungle. Ces commerces ne vont avoir de cesse de s'enrichir, de s'achalander de plus en plus. Peu à peu, ils vendront des fruits et légumes frais, ils vendront des vêtements, ils vendront des produits de beauté, des teintures pour les cheveux, des shampoings, etc. Et puis il y a aussi, donc ça c'est pour les équipements, et puis on s'intéresse également à la question du logement. Alors un travail qu'on fait qui est important, c'est que quand on représente un logement, on le représente toujours avec les gens qui l'habitent. Donc ça c'était une maison de femmes justement. Donc il y avait ces 5 femmes d'origine érythréenne. On leur demande qui elles sont, ce qu'elles veulent nous raconter de leur chemin, de leur parcours. Vous voyez ici le dessin de leur parcours migratoire, et puis un petit peu ce qu'elles pensent. On fait également ces portraits volontairement à la main pour qu'il y ait une notion de subjectivité, qu'elle ne soit pas fixée par une photo, pour pas figer non plus les identités, mais qu'en même temps on comprenne qui sont les gens qui sont là. Et donc là, et ça c'est la maison où elles habitaient. Alors il y avait, en fait, c'est une maison normalement pour 4 personnes, mais la maison de 4 des femmes avait été brûlée quelques nuits avant. Elles avaient dû fuir et se réfugier dans cette maison, et donc elles se retrouvaient à 8 dans cette maison, et il faut bien dire qu'elles étaient un petit peu à l'étroit. Alors ça, vous voyez, c'est des femmes érythréennes. C'était une maison construite par des associations
Plusieurs associations avaient apporté quelques modèles de cabanes. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce que j'aimais bien dans ces cabanes, c'est qu'elles pouvaient être modifiables et appropriables, à la différence justement, quand je vous disais tout à l'heure que les architectes adorent imaginer des modèles finis très compliqués de maisons. Ici, c'est des maisons assez simples, mais que les gens peuvent transformer et s'approprier. Dans les cultures, alors, il y avait plein de cultures qui se croisaient dans la jungle de Calais, mais les deux groupes les plus représentés, c'était les Afghans à 40% et les Soudanais également à 40%. Alors, pareil, sur les idées reçues par rapport à Calais, il faut savoir que tout le monde ne voulait pas aller en Angleterre, que la jungle de Calais, c'était... il y avait beaucoup de gens qui voulaient aller en Angleterre, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient là parce que quelque part, c'était un peu l'endroit le moins pire de France où être quand on est un migrant. C'était beaucoup mieux qu'être sur les trottoirs de Paris, d'être chassé de lieu en lieu dans l'agglomération parisienne, dans différents squats ou dans d'autres agglomérations de France. Là, il y avait des réseaux de solidarité forts qui existaient, un rapport à d'autres gens de sa communauté, un rapport à des associations, à des gens qui sont bienveillants, et donc il y avait beaucoup de monde dans la jungle de Calais qui était, encore une fois, parfois dans l'attente, et en tout cas pas dans l'urgence d'aller en Angleterre. Et les Soudanais en particulier savaient que les temps d'instruction, ou quand on est dubliné par exemple aussi, il faut attendre des temps très longs pour voir ses demandes examinées, prenaient le temps de s'installer dans la jungle de Calais. Et c'est là qu'il y a un modèle un peu de logement qui est apparu, donc, que mes étudiants avaient appelé les poches soudanaises, et qui était ce genre de logement ici. Alors, si on les regarde, ces logements, vous voyez qu'ils étaient extrêmement sophistiqués. C'est des logements donc, qui s'organisent autour d'une cour. Il y en a, donc on en verra deux ici, mais il y en avait des dizaines comme ça, hein, des cours. Celle-là s'appelait Darfur is Bleeding. Là, je suis désolé qu'on n'ait qu'une vue en plan parce que, en fait, il y avait une intelligence de l'habitation extrêmement poussée ici, parce que chacune de ces unités de vie ici était faite très différemment. D'une part, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a ici des unités de sommeil qui sont dédiées au sommeil, et puis de l'autre côté, des choses qui sont dédiées à la vie quotidienne. Ici, une cuisine pour manger, ici un espace de réunion, ce qu'ils appelaient la salle de conseil, ici un lieu pour stocker les choses. Et on voit que tout ça est très séparé, et on voit surtout qu'il y a une coupure ici entre les espaces de nuit et les espaces de jour, ce qui permet que si éventuellement il y a un incendie qui se déclare dans la cuisine, cet incendie ne se propage pas jusqu'aux chambres. Ce qu'on ne voit pas non plus sur ce dessin, c'est que ces chambres ici c'était des pièces très basses, recouvertes d'un plastique noir, et avec plusieurs couches de plastique qui permettaient de conserver la chaleur. Le plastique noir permettait qu'il y fasse sombre. Et vous voyez qu'ici, par exemple, il y avait un sas pour rentrer. Ah, il y a un problème. Il y avait un sas pour rentrer. D'accord. Voilà. Donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que il y a une intelligence du logement qui était très développée et qui s'adaptait très particulièrement aux besoins. Et c'est ça que les gens préféraient par rapport aux modules inventés par les architectes. Alors, je vais sauter un petit peu. Ça, c'était en parallèle le camp de Grande-Synthe qui s'était développé, qui était basé, lui, justement, sur des modules en bois que les gens pouvaient s'approprier et qui fonctionnaient beaucoup mieux. Et vous voyez ici un peu tous les modes d'appropriation qui avaient été faits au niveau des habitations dans le camp de Grande-Synthe, à quelques kilomètres de là.
Dernier endroit dont je vais vous parler, Kaweni à Mayotte, c'est ce qu'on appelle souvent le plus grand bidonville de France. Pareil, il y a là plusieurs dizaines de milliers de personnes qui habitent. Et globalement, dans ce qu'on appelle des bidonvilles, mais moi je préfère appeler ça des quartiers spontanés. Et on voit pareil ici une grande intelligence du logement qui se développe. Et face à ça, les politiques officielles actuelles, c'est de dire ah, il faut détruire tout ça, on va construire des beaux immeubles modernes et les gens vont être vachement mieux. Ben, en fait, le problème, c'est que si on construit des beaux immeubles modernes, eh ben, vous cassez toutes les solidarités ici, tous les réseaux économiques qui existent, vous avez une densité urbaine qui est moins forte, vous avez une imperméabilisation des sols, et vous avez globalement une solution qui est beaucoup moins écologique que cette solution qui a été inventée par les habitants eux-mêmes. Donc ça, pareil, hein, les habitations qu'on peut voir à Kaweni, à Mayotte. Et donc nous, ce qu'on a proposé ici, c'est de travailler sur l'espace public. C'est-à-dire qu'on a dit, ben, effectivement, les logements, on ne va pas y toucher, mais on va créer des espaces publics, des lieux où les gens vont pouvoir se rencontrer et globalement inventer une urbanité par le bas qui se fait par l'amélioration des lieux de vie et en proposant des lieux qui font du commun. Hein, et donc, on propose ici des petits équipements qui sont inspirés de logements, de lieux traditionnels qui s'appellent les sénats, où les gens se rencontrent et qui servent ici à la fois de lieux de rencontre, mais également de lieux de services divers et qui sont construits pour être à la fois résistants au séisme, résistants aux cyclones, donc où les gens peuvent se réunir et trouver tout un tas de services qui vont servir à chacun. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de développement. On va passer c'est un principe assez fondamental qui est important quand même pour la suite du raisonnement. Il faut savoir que globalement, tout le modèle des camps actuels, c'est basé sur un modèle qui s'appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est un truc qui a été inventé par les Américains dans les années 1940, disant que en fait, les gens ont des besoins qui s'échelonnent comme une pyramide. Donc les premiers besoins sont des besoins physiologiques, la faim, la soif, la survie, etc. Sexualité, repos, et que peu à peu, on monte en besoin, se sentir en sécurité, besoin d'estime et tout en haut, le besoin de s'accomplir. Bien sûr, quand on voit cette pyramide, vous tous qui m'écoutez, moi, on se dit, bah, moi, je suis à ce stade-là, bien sûr, au besoin de s'accomplir. Mais la logique, quand Manuel Valls construit le camp de Calais, il se dit, bah, moi, je dois assurer les besoins physiologiques. Mais ça, c'était peut-être vrai. Mais encore une fois, ça amène à quelle conclusion? C'est que les gens vont pas vouloir aller dans son camp, encore une fois, à sa grande surprise. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quand même en fait 70 ans qui se sont passés depuis la pyramide de Maslow, et qu'aujourd'hui, un migrant qui arrive, il est comme vous et moi. Hein, il a un smartphone, il est extrêmement instruit, il a un accès à l'information directe, il est tout le temps en flux continu, en échange avec sa famille, avec d'autres personnes, et donc il est à la fois en besoin physiologique, mais le besoin de s'accomplir est également présent pour lui. Alors, il y a un modèle qui m'intéresse justement qui s'appelle le cercle de Stevenson, qui substitue à cette notion de pyramide un cercle, disant que tous ces besoins aujourd'hui sont d'égale importance pour tous, et que offrir un modèle qui ne se contenterait des besoins physiologiques, c'est pas satisfaisant. Donc, simplement, on va peut-être conclure là-dessus, c'est-à-dire que justement, aujourd'hui, quand on conçoit un lieu, il va falloir le faire non seulement avec les habitants, mais en pensant non pas au design, mais en pensant à des questions qui vont correspondre au fait de remplir ces différents besoins. Et donc voilà,
Alors, je vais rapidement, je vous montre un petit peu, il y a 6 scénarios qui sont développés dans la ville accueillante, et grâce à ce système, on a un système d'évaluation des différents systèmes de valeurs. Donc là, c'est une série d'exemples de villes accueillantes qui se sont faits en France et dans le monde, et qui reposent, encore une fois, sur des modèles différents de gestion des lieux. Et donc, voilà, je conclue. Une phrase, c'est une ville qui sait faire place à l'imprévu. C'est un peu comme une forêt. Souvent, je prends l'image d'une forêt ou d'un arbre. Un arbre, c'est pas du tout efficace. Il y a plein d'espaces vides. Or, aujourd'hui, on nous demande de l'efficacité tout le temps. La ville, aujourd'hui, elle s'imagine toujours dans une efficacité très forte, dans des notions un petit peu de... Oh merde, pardon. Eh ben voilà. Ouais, pardon. On t'avait perdu, mais tu es encore là et on va conclure. Donc, aujourd'hui, toute la ville ne passe son temps à s'inventer dans l'efficacité, dans le rendement du mètre carré, et il n'y a aucun espace pour ce qu'on appelle la résilience. Et il faut être moderne aujourd'hui, c'est prendre en compte la résilience, prendre en compte l'imprévu, et donc penser à un espace large qui permette de faire la place à tous, et notamment aux derniers arrivés dans la ville. Voilà. Merci beaucoup Cyril, tes présentations captivantes. Les rangs de l'académie se sont gonflés, bravo. Et c'est pas mal ce format, de se sentir un peu chez toi, comme ça, avec un mug et tout. Je me dis que ça donne un visage humain à l'urgence. Bon, je dis ça, mais j'ai pas pu assister à la rencontre. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à cette journée. On se retrouve demain sur un autre sujet. C'est toute la journée, du matin jusqu'au soir, consacrée à ce fameux projet HUT, Human at Home, sur cet l'habitat du futur, l'appartement du futur, où il y aura toutes les premières conclusions après 1 an d'expérimentation et 13 laboratoires de recherche qui, au quotidien, travaillent sur des solutions pour ces appartements du futur. Donc, ça sera une journée entremêlée de conférences, de tables rondes et de performances aussi, avec tout un projet théâtral qui sera montré. Et demain soir, c'est l'inauguration de Jardin Tropisme. Donc, on inaugure demain soir avec moult discussions, projections, DJ, un repas en circuit court, un marché paysan. Enfin, ouais, c'est la fête du stream. J'avais envie de dire ça à la fin. Donc, Eric.